Le style Louis XII forme la transition entre l'art gothique et la première Renaissance française. En 1495, une colonie d'artistes italiens est installée à Amboise et travaille en collaboration avec des maîtres maçons français. Édifier et faire ouvrage à la mode d'Italie. Mais c'est dans la littérature et la poésie que l'influence de l'humanisme se fait le plus sentir avec Pétrarque, Dante Alighieri et Boccace. Ce fut d'abord la renaissance de l'antique savoir. La Renaissance en ses débuts fut donc essentiellement une question de livres. La portée de l'influence de Pétrarque, tant stylistique que linguistique, tiennent essentiellement à un écrit, Canzoniere, dans lequel il rénove la manière des écrivains du style Nuovo. C'est dans cette œuvre qu'il se présente comme une sorte de Janus, regardant à la fois vers le passé et l'avenir, l'antiquité et la chrétienté, la frivolité et le recueillement, le lyrisme et l'érudition, l'intérieur et l'extérieur. Pétrarque disait « Lorsque seront dissipées les ténèbres, nos descendants pourront en toute clarté retrouver les chemins du passé. » Il annonce par sa vision dans la littérature le groupe de la Pléiade, un groupe de poètes français du XVIe siècle, composé notamment de Clément Marot, Pierre de Ronsard, de Joachim du Bellay et de François Rabelais. À travers leurs œuvres littéraires, leur ambition était de renouveler et de perfectionner la langue française et de participer à son émancipation du latin. Le but est de faire du français une langue aussi noble et littéraire que le latin, à l'imitation de l'italien qui avait commencé ce processus quelques générations plus tôt avec Dante, Pétrarque et Boccace, qui sont tous trois de sources d'inspiration majeure pour ce mouvement. Nous assistons là à la naissance de l'art français. Sans oublier l'influence d'Erasme, humaniste et théologien néerlandais, considéré comme l'une des figures majeures de la culture européenne. Renaître, cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de naissance ex nihilo, qu'aucun aujourd'hui ne peut se concevoir sans hier, que la culture nourrie de la fin du gothique contenait en elle très anciennement ce terreau antique qui allait enfin jaillir et s'épanouir. Les possibilités de diffusion de l'information par l'imprimerie et la découverte d'un nouveau monde au-delà de l'Atlantique modifient profondément la vision du monde des hommes de cette époque. En 1492, c'est le débarquement sur l'actuel continent américain, aussi appelé Nouveau Monde, d'un groupe d'une centaine de personnes commandé par Christophe Colomb et mandaté par la reine Isabelle de Castille. Jacques Cartier, lui, mandaté par le roi de France François Ier, aborde en 1534 le golfe du Saint-Laurent et explore un territoire qu'il nomme le Canada. En 1519, Magellan entreprit le premier voyage autour du monde et découvrit entre l'extrémité sud de l'Amérique et la Terre de Feu le détroit qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et qui porte aujourd'hui son nom. Vasco de Gama, lui, est un grand navigateur portugais considéré comme le premier Européen à atteindre les Indes par la voie maritime en contournant en 1498 le cap de Bonne-Espérance. Mais on ne peut pas réduire ce mouvement artistique à la seule influence italienne. L'Espagne, déjà avec le style plateresque, et les pays du Nord dans la peinture flamande et les arts décoratifs, notamment le vitrail, annonçaient ce mouvement. À chaque étape de son développement, l'art de la Renaissance française est resté un art original, né d'une rencontre avec les modèles italiens, les artistes flamands et les particularités françaises. Si l'italianisme existe depuis longtemps en France, avec Pétrarque dans la littérature et Jean Fouquet en peinture, ce sont surtout les guerres d'Italie de Charles VIII et de Louis XII qui mettent la France en rapport avec la renaissance des arts se déroulant en Italie. Le château royal de Blois fait partie des châteaux de la Loire. Il fut la résidence favorite des rois de France à la Renaissance. Charles Ier d'Orléans, qui réside au château de Blois, organise autour de lui une cour de lettrés. Il lance un concours de poésie en 1458 où s'illustre François Villon avec sa Ballade des contradictions, dite Ballade du concours de Blois. Entre 1498 et 1503, Louis XII entreprend avec Anne de Bretagne, son épouse, une reconstruction du château dans ce que l'on nommera par la suite le style Louis XII, en alliant le gothique flamboyant à des éléments appartenant déjà au style Renaissance. Celui-ci réunit autour d'une même cour un panorama de l'architecture française du Moyen-Âge à l'époque classique qui en fait un édifice clé pour la compréhension de l'évolution de l'architecture française. Si très rapidement les motifs italianisants sont introduits dans l'architecture, ils restent plaqués
à la structure française comme autant de motifs permettant le renouvellement des formes du gothique flamboyant préexistant. Les formes architecturales importées se trouvent alors immédiatement insérées et soumises au système de construction gothique, obligeant à trouver des solutions nouvelles tout en créant une synthèse. Les ornements eux-mêmes, qui auraient pu aisément être copiés des modèles italiens, subissent à leur tour des transformations afin de s'adapter à l'art français. Le château de Fontaine-Henry est situé dans la commune française de Fontaine-Henry, en région de Normandie. C'est la famille d'Harcourt qui entreprend de reconstruire le château après la guerre de Cent Ans. Les réalisations se font toujours en collaboration avec des maîtres maçons français, soucieux avant tout des traditions artistiques nationales. Fontaine-Henry devient alors une demeure de prestige et acquiert cette harmonie très inédite qui en fait un chef-d'œuvre des styles Louis XII et de la Renaissance. Le château de Châteaudun est un château édifié au XIIe siècle et remanié au XVe et XVIe siècle, situé sur un éperon rocheux dominant la commune française de Châteaudun. Formant la transition entre l'art gothique et la première Renaissance, l'aile nord ou aile Longueville est typique du style Louis XII. Le château superpose de manière harmonieuse l'architecture militaire du Moyen-Âge et les styles gothique et Renaissance. La disposition intérieure des pièces et les larges baies font de Châteaudun un des premiers exemples d'architecture de plaisance en France. L'escalier de style Renaissance est orné de motifs italianisants et ouvre sur des baies qui forment loggia. Le château de Meillan est un ancien château fort reconstruit en partie après la guerre de Cent Ans dans un style gothique flamboyant évoluant jusqu'au style Louis XII. Il est édifié sur la commune française de Meillan. Sous Charles II d'Amboise, on construit la tour du Lion, en hors-œuvre et comprenant un escalier à vis. Puis la mise en forme de la façade côté cour du bâtiment occidental par le percement des fenêtres dans les murs et leur décoration. La décoration de la tour et des fenêtres hautes de la façade côté cour est assez exubérante. Elle a été réalisée avant 1510 dans le style Louis XII, marquant la transition entre les styles gothiques flamboyants et la première Renaissance française. Le château Gaillon est une demeure de la Renaissance bâtie sur l'emplacement d'un château médiéval. Georges d'Amboise, Premier ministre de Louis XII, va réaliser d'importants travaux sur le château. Il va le transformer jusqu'à ce qu'il devienne un château Renaissance. Émerveillé par l'art de l'architecture en Italie, il choisit Gaillon pour réaliser son palais italien. Il s'agit du premier château de style Renaissance en France, 1500-1509, suivi du château de Blois. Il est notamment un exemple majeur de la transition entre le gothique flamboyant et le style de la Renaissance. L'hôtel de Boutroud est un hôtel particulier du XVIe siècle, situé sur la place de la Pucelle, au centre de Rouen. C'est Guillaume II, seigneur de Boutroud, qui décide à la fin du XVe siècle de se faire construire un hôtel en pierre digne de son rang, dans le style Louis XII, transition entre le gothique et le style de la première Renaissance française. Au niveau de la toiture, une série de bas-reliefs illustre le poème allégorique des triomphes de Pétrarque. L'élévation principale de style Louis XII conserve encore les éléments de l'art gothique tardif, pinacle, arc en anse de panier, et les fenêtres à meneaux présentent déjà des motifs en forme de rinceaux d'influence lombarde. Elle se développe sur 2 étages surmontant une cave coiffée d'un comble doté de 2 grandes lucarnes à galbes flamboyants qui annoncent déjà la première Renaissance par leur forme. Le palais de justice de Rouen, ancien échiquier de Normandie, est un édifice de la ville de Rouen. Marquant une évolution stylistique, le corps central de l'édifice, qui correspond à l'ancien palais royal, développe déjà un style de transition entre l'art gothique et la première Renaissance, caractérisant le style Louis XII. Ces lucarnes représentent l'un des exemples majeurs du style Louis XII. Richement ornée à cette époque, elle se développe à la base du toit en une sorte de claire-voie d'arcature et de petits arcs boutants qui relient le fronton aux 2 pinacles. Le château de Montsoreau, de style gothique et Renaissance, se situe dans le Val-de-Loire. Bâti à un emplacement stratégique sur un promontoire rocheux dans le lit de la Loire, il se trouve à l'intersection de 3 régions, l'Anjou, le Poitou et la Touraine, au cœur de la vallée de la Loire. Le château a été construit immédiatement en bordure de la Loire au pied du coteau, avec un soubassement naturel en tuffeau constitué d'un rocher encore visible par endroits. Inséré dans l'angle droit de la façade sur cour,
la tourelle de forme octogonale formant une transition entre l'art gothique et la première Renaissance est caractéristique de la fin du style Louis XII. Le château de Chaumont-sur-Loire se trouve sur les bords de la Loire, entre Amboise et Blois. Charles Ier d'Amboise entreprend en 1469 de reconstruire le château qui avait été brûlé sur l'ordre de Louis XI. Mais c'est à partir de 1498 que Charles II de Chaumont d'Amboise, assisté par son oncle le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII, poursuit la reconstruction dans le style Louis XII, déjà marqué par la Renaissance, tout en conservant la même allure générale fortifiée. C'est alors que sont élevées les ailes est et nord qui viennent fermer le quadrilatère. À la fin de 1559, peu après le décès accidentel d'Henri II, Catherine de Médicis, qui possède le château depuis 1550, l'échange à sa rivale Diane de Poitiers, maîtresse du défunt roi, contre celui de Chenonceau. Construit dans les années 1500, l'escalier d'honneur de Chaumont reprend le parti traditionnel d'une vis logée dans une tour polygonale. À l'origine, la tour était en saillie sur la façade et s'ouvrait sur 3 faces. Son décor sculpté assimile à la fois le répertoire gothique et celui de la Renaissance. Colonnes prismatiques sur le noyau central supportant des crochets feuillagés ou des coquilles italianisantes. Le palais Jacques-Cœur est un hôtel particulier du XVe siècle, situé sur la commune de Bourges dans la région historique du Berry. Caractéristique de l'hôtel à la française qui existe depuis le Moyen Âge, il est considéré par l'élégance de son architecture, la richesse et la variété de sa décoration comme l'un des plus somptueux édifices civils du style gothique flamboyant. La façade avant à l'ouest, qui donne sur la rue, est de style gothique flamboyant. Son premier étage se termine par une corniche formée de choux frisés et par une balustrade où réapparaît l'ordinaire motif emprunté au nom même de Jacques-Cœur, les cœurs et les coquilles. Cette façade comporte une double porte centrale percée sous un pavillon rectangulaire et surmontée d'une statue équestre de Charles VII sous un dé. La façade arrière interne est bâtie sur le rempart gallo-romain de l'oppidum de Bourges, dont elle incorpore 3 tours avec leurs courtines sur une centaine de mètres. Dans cet art en pleine mutation, les jardins deviennent plus importants que l'architecture. L'arrivée à Amboise d'artistes italiens dont le jardinier napolitain Pacello da Mercogliano fut à l'origine, sous Charles VIII, de la création des tout premiers jardins de la Renaissance française. Les jardins du roi, au domaine royal de Château-Gaillard, représentent les premiers travaux que Pacello da Mercogliano conduisit en France en matière de paysagisme. C'est à partir de 1496 que furent réalisées, notamment à Château-Gaillard, la première perspective paysagère axiale et les premiers parterres dits à la française. En matière d'acclimatation agronomique, Mercogliano y mena les premières acclimatations d'agrumes et de pêchers du nord de la France et en créant la première orangerie royale française. En 1499, Louis XII confia la réalisation des jardins du château de Blois à la même équipe, qui fut engagée par la suite par Georges d'Amboise pour réaliser les parterres sur différents niveaux à son château de Gaillon. Le jardin y était planté de parterres de fleurs et d'arbres fruitiers. Le parterre d'entrée représentait les armoiries de la France en fleurs. Des buissons étaient taillés en forme de cavaliers, de bateaux et d'oiseaux. La peinture ainsi que les œuvres d'enluminure sont très abondantes à cette époque. À l'exemple des autres disciplines artistiques, la tradition du Moyen-Âge, dominée en peinture par les influences flamandes, évolue au contact de la Renaissance italienne. Jean Péréal a un style qui tient dans ses portraits novateurs, où il crée l'illusion de peinture tirée d'un livre d'enluminure en utilisant un format réduit et un cadrage serré. Il jouera ainsi un rôle central dans la mise en place du portrait moderne. Jean Bourdichon est issu de l'école de Fouquet. Il utilise nombre d'éléments de son style, comme par exemple la perspective ou les bâtiments italianisants. Jean Bourdichon a son atelier à Tours, sa ville natale. Son style fait la synthèse entre les influences flamandes et les emprunts ornementaux de la Renaissance issus de l'école de Jean Fouquet. Son œuvre d'enlumineur est très abondante. Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne est un manuscrit très populaire. Comme dans les arts décoratifs du style Louis XII, les emprunts ornementaux à la Renaissance y sont nombreux. Toutes les marges du texte sont décorées par une flore extraordinaire. On note une douceur dans les visages et la science du drapé influencée par Colin Damiens. Jean Hay, également connu comme le maître de moulin, est un peintre dessinateur de carton et enlumineur. D'origine flamande, il est considéré aujourd'hui comme le plus grand peintre français de la fin du XVe siècle.
Son style, d'abord influencé par Hugo van de Goes et Jean Fouquet, se modifie peu à peu sous l'influence italienne pour participer à l'évolution de la peinture et du portrait de son temps. Jean Fouquet est considéré comme l'un des plus grands peintres de la première Renaissance et le rénovateur de la peinture française du XVe siècle. Formé dans la tradition française du gothique international, il développa un nouveau style en intégrant les fortes tonalités chromatiques du gothique avec la perspective et les volumes italiens du Quattrocento, ainsi que les innovations naturalistes des primitifs flamands. Si à la fin du règne de Charles VIII, l'apport d'ornements italiens vient enrichir le répertoire flamboyant, il y a désormais sous Louis XII toute une école française qui s'ouvre à l'Italie avec de nouvelles propositions, établissant ainsi les principes d'un style de transition. Jean Pichor est un peintre enlumineur et imprimeur dont l'activité est attestée entre 1502 et 1521 à Paris. Les premières traces de son activité sont mentionnées dans les livres de comptes du cardinal Georges d'Amboise en 1502-1503 en son château de Gaillon, où il est mentionné en tant qu'enlumineur et historieur. Il est difficile de déterminer son style car il a été à la tête d'un atelier assez vaste, devant assumer beaucoup de commandes dont il ne réalise lui-même que des morceaux de choix, tels que les grandes miniatures ou les frontispices, comme cette miniature extraite des Remèdes de l'une et l'autre fortune de Pétrarque, où l'on voit Louis XII et sa cour s'adressant à la raison. Ma corne sera élevée comme celle de l'unicorne. C'est le sens symbolique qui a été retenu dans cette peinture de Jean Pichor, illustrant un des chants royaux du puits Notre-Dame d'Amiens. La Nancéide, Liber Nanceidos, est l'œuvre de Pierre Blaru, 1437-1508. Les très belles enluminures qui l'accompagnent sont d'un auteur inconnu. Ce texte raconte sur le mode de l'épopée la guerre qui opposa René II à Charles le Téméraire et particulièrement la bataille de Nancy de 1477 où ce dernier trouva la mort. Une des enluminures représente René II dont l'armure est recouverte d'une cotte d'armes marquée de la croix de Jérusalem. À l'arrière-plan, on reconnaît la ville de Nancy derrière ses murailles. Épée à la main, le duc est représenté en libérateur, mettant fin par sa victoire à plus d'un an d'occupation bourguignonne. L'autre miniature rappelle l'issue de la bataille. Charles est représenté à terre, expirant aux côtés de son cheval ensanglanté. Au centre de l'image, monté sur son destrier, René II est peint dans une attitude victorieuse. La tenture dite de la Dame à la licorne est une composition de 6 tapisseries du début du XVIe siècle. C'est un chef-d'œuvre des débuts de la Renaissance française. Il s'agit de tapisseries millefleurs qui reprennent sur chaque pièce les mêmes éléments. La reproduction des drapés, de leur chatoiement et de leur transparence est d'une très grande finesse. Sur une sorte d'île parsemée d'animaux et de fleurs en rinceaux, plantée de touffes végétales où la couleur bleu sombre contraste avec le fond rouge, vermeil ou rose, une jeune femme pose, vêtue de velours et de riches brocarts, parfois accompagnée d'une suivante et d'autres animaux, entourée d'emblèmes héraldiques, d'un lion à sa droite et d'une licorne à sa gauche. Œuvre d'art par essence sans signification univoque, le système de composition donne lieu à toutes sortes d'interprétations de la part des poètes et aussi sur les thèmes alchimiques. L'émail de Limoges ou œuvre de Limoges est une technique de travail de l'émail dite émail champlevé, qui apparaît au milieu du XIIe siècle dans la ville française de Limoges. Mais à la fin du XVe siècle, une nouvelle méthode d'utilisation de l'émail apparaît, l'émail peint. Les émaux peints devinrent, comme en leur temps les émaux champlevés, le monopole des ateliers limousins. Les premiers émaux peints sont exécutés au moyen d'émaux de couleur sur un émail qui, étendu sur une plaque de cuivre, sert de support. Ce sont plutôt des peintures sur verre que des émaux translucides. Aussi, il n'est pas étonnant de trouver à l'origine de la peinture en émail les verriers de Murano en Italie et les peintres de vitraux de Limoges. L'art du petit portrait de Corneille de Lyon sans décor est novateur pour l'époque. Il acquiert un grand prestige, travaillant à l'huile sur bois, il concentre son travail sur le visage et le buste. En 1541, Corneille est nommé peintre de la maison du Dauphin et reste, après l'accession au trône d'Henri II, le peintre ordinaire du roi. Il travaille principalement à l'huile sur des supports de bois. Il peint les zones de chair très légèrement, alors que les arrière-plans naturels sont plus forts. Les portraits réalisés par Corneille sont pratiquement des miniatures, généralement de la taille d'une carte postale. Son style se rapproche de celui d'Holbein. La sculpture du style Louis XII est issue du style gothique flamboyant qui montre encore des signes de vitalité.
L'école du Val-de-Loire, qui avait créé au XVe siècle un art de la détente, influence encore la sculpture. Le tombeau de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix reprend la version habituelle italianisée du tombeau gothique. En général, on note dans le style Louis XII, et notamment dans l'atelier de Michel Colombe, une synthèse entre les influences flamandes et les nouveautés italiennes apportées par Da Fiesole. L'atelier de Michel Colombe, qui travaille pour Anne de Bretagne, est très actif à cette époque. Tandis que le relief en marbre de Saint-Georges provenant de la chapelle haute du château Gaillon se voit influencé par la technique de Donatello, adaptant les thèmes contemporains exécutés à Gênes pour en accentuer les effets fabuleux, dont ce dragon hérité du gothique. Le tombeau de François II, duc de Bretagne, et de sa femme Marguerite de Foix est un monument funéraire qui se trouve à Nantes, dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, qui fut réalisée au début du XVIe siècle par Michel Colombe et Jean Péréal. François II et Marguerite de Foix sont représentés les mains jointes et les yeux clos, portant un costume d'apparat. Les figures allégoriques des femmes représentent les 4 vertus cardinales. Elles sont indicatrices du chemin vertueux que le prince et que tout homme sont appelés à suivre. La force est représentée en armure avec un casque de guerrier, car il s'agit d'une vertu virile. Elle rappelle le rôle du chevalier chrétien dans la défense de la foi. Elle est coiffée de la dépouille d'un lion, dont on aperçoit le mufle, rappelant le premier travail d'Héraclès contre le lion de Némée. La fin du style Louis XII est assez variable, en particulier lorsqu'il s'agit de la province en dehors du Val-de-Loire. Outre les 17 années du règne de Louis XII, cette période comprend la fin du règne de Charles VIII et le commencement de celui de François Ier, faisant débuter la période en 1495 pour la faire s'achever vers 1530. L'année 1530 correspond à un véritable tournant stylistique, faisant suite à la création par François Ier de l'école de Fontainebleau. Elle est généralement considérée comme la pleine acceptation du style Renaissance. Voilà, c'est la fin de ce petit film consacré au style Louis XII et à la naissance de l'art français.